Salut à tous, bonsoir. Pas la forme ou quoi? Remonter le Tigre 2. Mais remonter le Tigre 2, mais il a même... Je crois même pas qu'il ait été sélectionné, le Tigre 2. Non mais on en fera en HS. Après, on a déjà parlé du Tigre 1, ouais, mais le Tigre 2, putain, mais il y aura... Le problème du Tigre 2, c'est que... Je vais dire la même chose que le Tigre 1, quoi. Enfin... Hein, le Tigre 2, j'en dis quoi du Tigre 2, moi? Bah, j'ai pas grand chose à en dire, hein, du Tigre 2. Hein. Je vais dire la même chose que le Tigre 1, mais en disant que bah, c'est la même chose, mais en plus lourd. Et un plus gros canon. Bon, écoutez, là au moins ce soir, on n'a pas une star. Hein. Attendez, j'ai même pas mis. Non, mais j'en ai chié à trouver même ne serait-ce qu'un artwork. Christophe, achète un nouvel mais quand même, c'est pas possible, sujet de ton choix. Achète sur les transmissions. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'y ai réfléchi et ça se fait. Je sais pas comment, mais ça se fait. Une transmission à l'échelon tactique, ça se fait, je pense. Avec des photos et tout de... ça se fait. Ça se fait. Ah ouais, des fois vous me demandez des sujets, mais j'ai pas les sources, hein. J'ai pas la science infuse, moi. Si j'ai pas les bouquins, il n'y a pas tout non plus sur internet, c'est chouette internet. Et ça vaut le coup d'être ton Voilà, passage, tu laisses tomber à la ah fin, oui, non, attends, je sais le dire. Zéro Isega. Zéro Isega, je me rappelle. Voilà, ça fait péter les subs, ça monte dans 5 ans au moins. Merci mec, Zéro Isega. Eh, j'arrive à prononcer son pseudo maintenant, il l'a appris. Eh ouais. Hop, le HS sur les transmissions, espèce de enculé, va. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Ah putain. Attends, hop, plus. Hop, voilà. Quel enfer. Hop là. Bon. On n'a pas une star ce soir. Hein. C'est qui est le salopard qui m'a demandé cet avion? Est-ce qu'il est dans le chat? Il a dû me le demander il y a au moins 2 ans ou 3 ans. Hein? Si t'es là, dénonce-toi. Que je te banne. Non, je déconne. C'est bon. Personne connaît cet avion. Hein. Allez pas me faire croire que vous connaissez cet avion. Moi, je le connaissais de vue. Je connaissais rien. Mais bon. Hein. Qui connaît le C10, quoi? Attendez, je vais remettre ma petite photo. Hop. Pris au musée, même pas. J'ai même pas gardé la photo de base. Mais regardez. Un biplan. Pas très connu, je pense. Jamais vu, ouais c'est normal. Il a été fait entre 75 et 100 exemplaires. C'est pas un avion connu du tout. Vraiment. Ce n'est pas une star, c'est un petit coucou hollandais. Alors, il faut qu'on reparle généralement, quand on parle de Fokker, on pense directement aux Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Bon, voilà, Anthony Fokker, quand il était un Tchad en 1912. Beau gars, hein. C'est pas les clodos du chat, hein. Regardez là, avec la fourrure et tout, le petit costard. Eh, hein. Qui s'habille comme ça dans le chat? Moi, j'aimerais bien avoir ça en Islande, là, une petite fourrure, une trench coat fourrure comme ça. Mais donnez-moi ça, s'il vous plaît. Donc ouais, Anthony Fokker, il a surtout designé des avions pour la Première Guerre mondiale. Et avec le traité de Versailles, vu que le climat était plus trop propice à l'aéronautique en Allemagne, entre autres l'aéronautique militaire, mais pas que militaire, bah il est allé se planquer, il a déménagé tout le savoir-faire en Hollande. Et Fokker est un peu devenu une compagnie hollandaise, simplement parce que bah, Fokker a déménagé là-bas, et bah, il a continué à designer des avions, et il a fait des bons avions, hein. Souvent, ils sont un peu plus méconnus, les avions Fokker de l'entre-deux-guerres, mais on a eu des beaux joujoux. Entre autres, alors on va parler de l'avion précédent, le C-10. Le Fokker C-10, dont on va parler ce soir, est un biplan, c'est un bombardier léger, dans la reconnaissance, ça fait de la reconnaissance aérienne aussi. Je sais que les biplans n'ont pas la cote pour la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, on a déjà parlé de biplans les biplans ont été utilisés pendant toute la guerre, parfois dans des rôles un peu secondaires. Oui, on va pas aller abattre des B-17, mais on avait parlé d'avions, le CR-42, qui était un avion de chasse, qui a fait les premières années de la guerre, avec les Italiens. On a parlé de l'excellent Henschel 123, dont on va reparler, qui était un bombardier de soutien et que les Allemands vont crever et utiliser jusqu'en 43-44, parce qu'ils n'ont pas de remplaçant aussi efficace.
Mais on a aussi les PO2 que les Russes vont utiliser jusque dans les années 50. Donc les biplans sont des avions assez communs, qui ne sont pas des stars. Le Swordfish, bien sûr, le Swordfish, avion torpilleur, on a traité du Swordfish dans Warbird. Les biplans sont un peu des enfants méconnus qu'on met dans des boulots de merde et qui, malgré cela, vont très souvent très bien faire le boulot. Donc là, ce soir, on va parler de biplans, le C-10, qui va être à la base un avion hollandais, qui va être exporté, et que les Finlandais vont crever à la tâche jusqu'en 1958. Jusqu'en 1958, hein. Ça vole encore. Et on va parler un peu de d'où vient cet avion, ce Fokker C-10, qui est un petit peu une anomalie pas connue. Il faut remonter à son prédécesseur. Son prédécesseur, c'est le Fokker C5. Le Fokker C5, ça date, regardez, ça fait très Première Guerre mondiale, hein, c'est normal. On est en 1924. Cet avion que vous voyez là, que je ne connaissais pas, j'en apprends aussi dans les Warbird, hein, c'est pour ça que je l'ai fait, est un des plus gros succès de l'entre-deux-guerres. Vous savez combien ils en ont fait de ça? Rappelez-vous, l'entre-deux-guerres, c'est un peu une période creuse pour l'aviation, hein, en termes de chiffres et tout ça. Mais vous savez combien ils en ont fait en 10 ans? Après la Première Guerre mondiale, 1000, ouais, ils en ont fait 1000. Ils en ont fait 1000, les gars. 1000! C'est un des avions les plus produits et les plus exportés de la seconde moitié des années 20 jusqu'au début des années 30. On a près de 20 pays qui vont utiliser ça. On va le retrouver aux quatre coins du monde, de la Bolivie au Japon. C'est un énorme succès. On va le retrouver partout. Regardez, ça, c'est en Suisse, ça. Donc c'est déjà un petit biplan. C'est fait pour embarquer 300 kg de bombes. Donc vous avez 2 personnes à bord, hein. Donc c'est pas à proprement parler un chasseur, d'accord. C'est un bombardier léger. Reconnaissance. Il peut être armé, bombardier. C'est vraiment une doctrine un peu curieuse qui est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale, qui sont rien d'autre que les débuts des chasseurs bombardiers. Et peut-être la version tactique d'assaut. Donc en tout cas, ce Fokker C5 les Italiens vont carrément... les Italiens vont carrément acheter la licence et le produire sous licence. C'est le IMAM ROA. Et les Italiens étaient aussi... tout le monde était fan de cet avion. Tout le monde adorait cet avion. Et on le retrouve Italie, Danemark, Bolivie, Japon. Et regardez, ça c'est les Danois. Les Allemands en 40 vont en récupérer et vont même en utiliser comme des avions d'harcèlement sur le front de l'Est. Tout le monde avec son moteur, ouais. Alors ça, c'est... il a fait la guerre d'Espagne, je ne crois pas. Par contre, notre C-10 a été envoyé en Espagne, parce qu'il y a 2 exemplaires qui ont été envoyés... La Chine, je crois pas la Chine. Très souvent, les pays remotorisaient l'avion. Ou alors, quand ils achetaient la licence, ils achetaient avec un moteur qui leur convenait plus, ou alors qui était plus facile pour eux. Par exemple, les Italiens avaient sûrement leur propre merdier. Il y avait aussi... Il y a plein de versions différentes de cet avion. Il y a... beaucoup de versions différentes d'ailleurs avec du moteur français, du Gnome Ron et tout plus tard, du Gnome Ron 14Y et tout ça. Donc ouais, on va avoir tellement... Regardez, les Suédois, les Suédois vont même en faire un hydravion. Hein, le S6H, qui est rien d'autre qu'un C5, un Fokker C5 qu'on transformé. Donc ouais, c'est un avion assez incroyable, et on va aussi en retrouver... Je le note, mais c'est important. En Finlande. En Finlande, les Finlandais vont aussi être un gros utilisateur du C5. Donc voilà ce petit avion un peu sorti de nulle part, qui est un bon avion. Hein. Comprenez que si on en fait 1000 et que tout le monde se l'arrache, c'est que c'est déjà un excellent petit avion d'assaut, facile à voler, facile à piloter, facile à entretenir, qui peut prendre 300 kg de bombes. Il va environ entre 200 et 300 km/h. La vitesse n'est jamais le point fort des biplans, mais on a ce très bon petit avion qu'on retrouve, regardez. Dites-vous que ça, les Finlandais vont les faire voler avec leur Fokker C-10. Le successeur va voler avec l'ancien, et ça va faire la guerre de continuation. Ça va se battre jusqu'en 43-44 contre les Soviétiques, ces machins-là, ces reliques. C'est pour ça que je vous montre ces photos finlandaises. En tout cas, les Hollandais, particulièrement les Indes néerlandaises, donc les Indes néerlandaises à l'époque ont leur propre aviation, d'accord?
les Indes néerlandaises, vous avez l'aviation hollandaise de métropole, et l'aviation des Indes néerlandaises, ils ont leurs propres avions, leur propre budget, et parfois ils commandent des avions que la métropole n'a pas, d'accord? C'est deux entités différentes. En tout cas, les Indes néerlandaises vont être très intéressées. Pas... Oh là là, mais... Croix gammée. Parce que la croix gammée n'est pas forcément un symbole nazi, bordel de merde. Dingue ça. Donc en tout cas, voilà, il m'a fait perdre mon fil avec ces questions là, con là. Les Indes néerlandaises vont demander à peut-être améliorer l'avion en 33. Parce que c'est vrai que l'avion à l'époque a déjà 10 ans, et même s'il est un succès, la technologie évolue vite, et ils vont demander à peut-être faire un nouvel avion. En gardant toutes les qualités du C5 en 33, mais en incorporant toutes les innovations technologiques récentes. Entre autres, les travaux sur l'aérodynamisme, un moteur en ligne plus puissant, afin d'aller plus vite et d'emporter plus de bombes. Vous pouvez vous en douter. En 1934, notre prototype va voler pour la première fois. Donc c'est Fokker qui fait ça, hein, mais le moteur est anglais. Si vous regardez bien, vous retrouvez les lignes du Kestrel, l'ancêtre du Rolls-Royce Merlin. Hein. Donc c'est un moteur anglais. On va avoir... Alors, comme le C5, c'est un avion qui se laisse transformer énormément, d'accord? Les Russes en 39 qui vont se retrouver contre ce truc. Figure-toi que les Russes en ont aussi. Les Russes ont acheté des C5 et les ont utilisés jusqu'en 1943. Quand je te dis que tout le monde en a, c'est que la République de Weimar en a aussi acheté. Toute l'Europe en a de cette merde. En petit nombre, hein, le C5. Mais tout le monde en a. Parce que c'est un excellent petit avion d'assaut. Tout comme le Heinz... Écoutez, je ne peux pas ne pas parler. Le Heinz 123 vole à pas grand-chose d'intervalle. Ces deux avions sont contemporains l'un de l'autre et ont le même rôle. Ces deux avions qui ont le même boulot, et voilà. C'est de l'aviation d'assaut, et c'est... À l'époque, peu d'avions font ça. Peu d'avions sont capables de faire de l'aviation tactique d'assaut très précise. Le Stuka est une évolution de ça, mais c'est pas encore le même rôle exactement. Parce que le Stuka est vraiment un bombardier en piqué, c'est pas ce que j'appellerais un avion d'assaut. Et ces deux avions sont dans un rôle assez unique. Le Sturmovik, l'IL-2, est un avion d'assaut. Le l'IL-2, c'est la génération d'après ça. Vous voyez, l'IL-2 est un superbe avion d'assaut. Et il est la génération d'après. Le Nimrod. Ah, le Nimrod... C'est un avion d'assaut, le Nimrod, aussi? Bonne question. Je connais le nom, le Nimrod. Mais c'est ce qu'il fait aussi? Peut-être, hein. À la base, tu sais que les Anglais avaient acheté la licence pour produire carrément des C-10 en Angleterre. Les Anglais ont acheté la licence, mais ne l'ont jamais utilisée. Mais ce petit C-10, donc qui va voler en 34, voilà, il a toutes les qualités, hop là, il a toutes les qualités de son prédécesseur. Il est plus rapide, plus puissant, il peut embarquer 400 kg de bombes, ce qui est pas dégueulasse du tout. Donc vous verrez très souvent cet avion avec sous les ailes des petits râteliers. Donc il est biplace, le cockpit peut être fermé, vous avez à l'arrière navigateur mitrailleur. On en avait en 40 des C-10, bien sûr. Ils ont fait le coup de feu contre les Allemands en mai 40. Ils sont allés bombarder les avant-gardes allemands. Faut avoir une paire de couilles quand même, hein, parce que... Mais ça a fait le coup de feu en mai 40, ouais. Ils se sont battus avec en mai 40. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Comme je dis, ils en ont fait entre 70 et 100 de ces avions. Ils en ont pas fait beaucoup. Donc il y en avait à peine une vingtaine aux Pays-Bas au moment de la déclaration de guerre en mai 40. Donc en tout cas, c'est un avion qui peut quand même embarquer 400 kg de bombes. Là, vous voyez, il y a les râteliers, donc il peut prendre techniquement 8 bombes de 25 kg. Il peut prendre aussi quelques bombes de 50, ou alors 4 bombes de 100 kg. Donc il y a plusieurs dotations potentielles. Donc dès que vous voyez que c'est un avion en ligne, ça veut dire que c'est un avion hollandais. Soit des Indes néerlandaises, soit un avion de la métropole. Puisque la métropole va en avoir, les Indes néerlandaises vont aussi en avoir. Mais c'est la métropole qui va les utiliser au combat, alors que dans les Indes néerlandaises, ils vont pas beaucoup être utilisés. Donc il y a deux mitrailleuses. Une mitrailleuse à l'arrière de 7.5, une mitrailleuse
à l'avant. Là, voilà la mitrailleuse, attendez. Vous la voyez là? Donc là, il y a des bombes. Là, il est armé. Là, il est armé, on le voit, hop. Et mitrailleuse à l'arrière. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ouais, donc c'est de l'aviation tactique d'assaut. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour la reconnaissance. En termes de performance, il est obsolète. Mais comme toujours, obsolète ne veut pas dire inefficace. C'est pour ça que des gens vont l'utiliser pendant très... C'est monté léger. Et... Tu sais, c'est un avion du début des années 30. La technologie va faire un bond en avant assez dingue. Mais tu sais, regardez bien l'avion. Si vous lui enlevez l'aile du dessus, il commence à avoir des lignes de monoplace, de monoplan du début de guerre. Il a un moteur en ligne qui préfigure déjà, et c'est un bel avion en termes d'aérodynamique. C'est un bel avion. Tu sais, plus de 300 km/h pour un bombardier léger, c'est pas dégueulasse. Hein, comme je dis, c'est un avion qui vole pour la première fois en 34, quoi. Ouais, c'est... Mais c'est pas un chasseur. Il n'a pas vocation à être... Il n'a pas besoin d'être rapide. En tout cas, les Indes néerlandaises, à la base, c'était pour eux cet avion. C'est eux qui avaient lancé tout le programme parce qu'ils étaient intéressés pour en avoir. Et ils vont en avoir près de 20. Donc on a près de 20 avions qui vont être envoyés dans les Indes néerlandaises. Et ils vont même pas les utiliser. C'est-à-dire que les avions vont arriver là-bas et ils vont se rendre compte que l'avion est obsolète. Ils vont dire non, mais en fait, il nous convient pas. Donc ils vont recevoir près de 20 avions qu'ils vont pas utiliser. Parce que au moment où les avions arrivent, ils en ont déjà commandé d'autres aux États-Unis. Donc, quand je vous dis, les Indes néerlandaises, ils font un peu leur vie, ils ont leur budget, et ils ont commandé, pour ce rôle-là, ils ont commandé le monstrueux, le B-10, le Glenn Martin B-10. Regardez ça. Donc, ils se retrouvent, ils en ont commandé 20, qui vont mettre à des tâches secondaires, décollage, de logistique. Ils seront jamais utilisés au combat. Sûrement que certains seront détruits ou capturés par les Japonais en 42. Et c'est les Glenn Martin B-10 qui vont faire le rôle du bombardement léger dans les Indes néerlandaises en 42. Ah, faut pas tomber sur un 0. Hein. Vous savez que je préfère être dans un C-10 qu'un B-10 en 42. Hein. Putain, regardez l'engin. Vous tombez sur du 0 ou un Ki 43. Oh là là. Oh là là. Donc ouais, les Indes néerlandaises, ils font leur vie et ils sont allés acheter des Martin B-10. Ce qui fait que la vingtaine de C-10 ne sera jamais utilisée au combat. En tout cas, en métropole, on va aussi en avoir une vingtaine qui vont être affectés à la métropole. Eux vont être employés au combat. Même s'il n'y en a pas beaucoup opérationnels en mai 40, parce que l'avion est déjà vieillissant. Hein. Vous savez que cet avion, il va commencer à arriver en 37 en opération. Et la technologie fait des bonds en avant assez terribles en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas le succès à l'export que peut-être Fokker espérait. Et au final, ils vont pas en faire beaucoup par rapport à son prédécesseur qui est le C5. Voilà. Et on a donc nos quelques... Alors ça, c'est pas la production totale. Oh putain, 5... Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous savez que ça, pas improbable que ce soit une partie de la production totale disponible en 37 ou en 38. Donc ouais, regardez ça, photo prise en formation. Donc ce sont des petits avions d'attaque au sol. C'est un rôle particulier, mais les Allemands ont le même avec le Henschel 123. C'est un rôle assez unique, mais un rôle indispensable, qui va s'avérer en tout cas être indispensable. Les Allemands vont le montrer avec le Henschel 123. Et il est bon à ça. Faut pas lui en demander plus. Faut pas lui en demander plus, hein. Faut pas lui demander d'aller faire de la chasse libre et tout, hein. C'est vraiment un petit avion d'attaque au sol. Et en mai 40, ça va aller au carton. Ça va aller au carton en étant escorté, entre autres, par des D-21. Et ouais, voilà, un avion que j'adore. Le Fokker D-21, magnifique machine, mais aussi le Fokker G1. Donc ça, ce sont des avions Fokker qui sont en service en mai 40. Donc ouais, faut pas oublier que les Hollandais,
avait quelques très très bons avions qui arrivaient en service à ce moment-là. Et ce sont des... ils sont dans War Thunder, les deux, là, le D-21 et le G1. En tout cas, ce sont des bons avions. Et vous avez là quasiment toute la force aérienne hollandaise. Des C-10, des G1, des D-21. Tout ça va disparaître en quelques jours. Les Allemands vont capturer quelques D-10. On ne sait pas ce qui va advenir d'eux. Ils vont disparaître. On suppose qu'ils vont être donnés aux Finlandais. Et les Finlandais vont les retravailler. Mais... on sait qu'on a eu des actions de feu en mai 40. On sait que les C-10 sont allés au carton avec succès. Et que les Allemands en ont mis la main sur quelques-uns. Mais c'est... ouais. Bah, la guerre, elle se termine rapidement. Il n'y a même pas une quinzaine d'avions, peut-être. En tout cas, les Finlandais... rappelez-vous que les Finlandais, à l'époque, opèrent un paquet de C5. Le prédécesseur, ils en sont très très contents, les Finlandais du C5. Donc les Finlandais, très tôt, vont exprimer leur intérêt pour le C10. Et dès 38, ils vont passer commande de quelques avions, puis après ils vont acheter la licence pour pouvoir construire leurs propres avions en Finlande. Et les Finlandais vont devenir le plus gros utilisateur du C10. Ils vont en avoir près de 40, 5 fournis par Fokker, et après ils vont en construire près de 35 à la maison. Ce chiffre est à prendre avec des pincettes parce qu'on pense que les Allemands ont fourni des C-10 capturés aux Hollandais, vu qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils les ont filés aux Finlandais, qui eux les ont reconstruits. Parce que là, je vais vous mettre maintenant, on va passer sur les Fokker C-10 finlandais. Hop là. Voilà. Eux vont être utilisés jusqu'en 1958. Les Finlandais adoraient cet avion. En même temps, ils n'avaient pas trop le choix. Et ils vont l'utiliser pendant la guerre d'hiver, la guerre de continuation. Et encore après, ils les utiliseront dans des tâches logistiques, que ce soit de traîner des cibles. D'ailleurs, le dernier sera détruit dans un crash à l'entraînement, entraînant une cible d'ailleurs. D'ailleurs, attendez. L'Espagne, les Républicains, auraient reçu 2 Fokker C-10. Aucune photo, mais il y a 2 Fokker C-10 qui disparaissent des inventaires et qui réapparaissent dans les mains des Républicains. Et ils disparaissent en Espagne. On sait pas ce qui adviennent d'eux. Ah ouais, comprenez que c'est des petits avions, c'est des micro-séries, détruits au sol, abattus, on n'en sait rien. Mais on sait que les Républicains ont récupéré 2 C-10. Et voilà. Hop là. Donc ouais, les Finlandais dès 38 vont récupérer des avions, acheter la licence, et ils vont les mettre en service, tout en gardant les C5. Ouais, les Finlandais, ils aiment pas acheter des choses. Vous pouvez noter que, regardez, il y a quand même... on n'est plus sur le même avion. En effet, ils ont remotorisé, ils ont décidé de virer le Rolls-Royce Kestrel et de mettre à la place le Pegasus, qui est un gros moteur en ligne. Donc ils ont remotorisé l'avion. Alors j'ai fait le 262 il y a très longtemps. Hein. Bah écoute, tu vas sur Google, ou tu vas sur YouTube, là, et tu tapes Warbird Messerschmitt 262. Et normalement tu devrais tomber dessus. Enfin, je pense. Donc ouais, on a les Finlandais qui vont totalement reconstruire l'avion autour du moteur Pegasus. Donc c'est pour ça que l'avion est aussi différent entre... Regardez, ça, c'est les Indes néerlandaises. On voit bien que... on a l'impression que c'est même plus le même avion. Mais vous avez vraiment la différence entre un moteur en ligne, le Kestrel, et le Pegasus, qui lui est un gros moteur en étoile. Plus puissant d'ailleurs. Hein. Le C-10 finlandais a plus de perf et plus rapide que le C-10 hollandais. Voilà. Mais ça, c'est les Finlandais c'était un peu leur sauce. Donc ouais, ils vont lancer une chaîne de montage. Vous savez qu'ils vont les construire jusqu'en 1942. Hein, ils vont les construire, ils vont garder leur chaîne de montage ouverte jusqu'en 1942, les Finlandais. Truc de malade, hein. Mais ouais, mais les Finlandais avaient désespérément besoin d'avions. Et il s'avère que c'est un avion qui est adapté aux conditions finlandaises. Regardez ça, on avait après des versions à ski. C'était un avion qui était très apprécié par les Finlandais. Et ça
Vous voyez les râteliers à bombes, là? Sous les ailes? Donc ça, peut-être que ça revient de mission. Mais ça se battait dans tous les temps, ce machin. Très facile à piloter, rustique, facile à entretenir. Ils connaissaient très bien le moteur Pegasus, les Finlandais. C'est pour ça qu'ils préféraient le Pegasus au Kestrel. Ils avaient plus de facilité à trouver des pièces détachées pour le Pegasus. Et on se retrouve avec cette espèce de monstre que les Finlandais vont utiliser pour l'attaque au sol. Pour faire de l'appui aux troupes. Ça allait cartonner les avant-gardes russes. Et même après, passer à l'offensive contre les Russes dans la guerre de continuation. Donc on a... Assez incroyable d'imaginer que... et les Russes ont gardé leur C5. Donc ça, c'est les C10. Mais les Finlandais ont aussi leur C5 qu'ils vont utiliser jusqu'à la fin de la guerre. Pendant que les Russes retirent leur C5, l'URSS retire ses C5 en 43. C'est de la folie, hein. Des Moran Solnay, mais bien sûr, mais ils avaient aussi des D21. Hein, ils avaient aussi les D21. Ils utilisaient tout, les Finlandais. Les Finlandais ne jetaient rien, parce que les Finlandais étaient désespérés pour avoir des avions. Et n'oubliez pas que la guerre en Finlande est un peu particulière. C'est une guerre à très basse altitude, sans technologie de radar, comme sur le reste du front russe. Et c'est vrai que des petits biplans, un petit biplan très lent, bien camouflé à ras du sol, est quasiment invisible pour un chasseur. Et c'est pour ça qu'on va... C'est un type de guerre très particulier, ce front finlandais. Et c'est vrai que les... ils vont en perdre. Hein. Ils vont en perdre plus de la moitié en opération, quasiment. De C10 et de C5. Mais c'est un avion qui va rendre d'énormes services, en tout cas. Ouais, ils avaient des boosters Buffalo, les Finlandais? Des Buffalo? Ils en avaient acheté? Ou ils avaient la licence? Attends, très intéressant. Booster... Buffalo... Ah ouais! Absolument! Ah ouais, oh là là, il y en a un là. Craché, qu'ils ont... Oh ouais, magnifique. Ah ouais, donc ils avaient bien des Buffalo. Hop là. Pourtant, le Buffalo, il était pas apprécié à l'époque. Hein. Après, les pauvres Buffalo... Les pauvres Buffalo, on leur fait un procès assez terrible. Parce que ça a affronté du zéro et tout, quoi. Et c'est vrai que on lui a taillé un costard à cause du Pacifique. Alors qu'il était obsolète pour affronter... voilà. Donc ouais, les Finlandais, vous allez souvent le voir dans toutes les météos, nos petits C10, mais ils vont continuer à en construire jusqu'en 1942. Je trouve ça incroyable. Hein. Mais comme je dis, le fait d'être un biplan ne veut pas dire que vous êtes obsolète. Le Heinschel 123, le C10 sont la preuve que les biplans avaient un rôle à jouer au niveau tactico-opérationnel pour la Seconde Guerre mondiale, et l'aviation d'assaut était taillée pour eux. Entre autres, leur grande maniabilité leur permettait de tourner sur les cibles, de faire du support, de larguer des bombes avec précision, sans être des bombardiers en piqué. Vous rajoutez à cela que ça décolle de n'importe où, c'est des biplans. Il n'y a pas besoin d'une piste, d'une longue piste, vous pouvez le faire décoller de n'importe quel champ. S'il neige, vous tamisez un peu la piste, vous lui mettez des skis, ça décolle en hiver. Sur beaucoup d'aspects, c'est un avion plus facile, bien plus facile à utiliser que des monoplaces, monomoteurs. Donc ouais, même le CR-42 italien. Le CR-42 italien est un chasseur. Et malheureusement, la chasse, la technologie va trop vite. Et le CR-42 est obsolète. En D-42, vous voulez pas aller au combat avec un CR-42, quoi. Pas quand il y a des Hurricanes ou des Spitfire en face. A contrario, eux, le C-10 et le Heinschel 123 sont dans des niches en termes de rôle. Et c'est pour ça qu'ils sont encore viables. Il n'y a que le IL-2 qui vient matraquer le rôle de ces avions, parce que l'IL-2 fait la même chose que ces avions, mais le fait mieux. Mais c'est les soviétiques vont faire évoluer cette doctrine. Regardez celui-là, si elle est pas belle la photo. Donc ça, lui a eu un atterrissage un peu difficile. Mais... Oh mais attendez, c'est... Oh c'est FK-111! Oh merde, je viens de comprendre. Cette photo date de 1958. C'est le dernier C10. Regardez. J'ai pas percuté, je me demandais pourquoi la photo était aussi belle. Mais... Non. J'ai trouvé le rapport. Samedi 25 janvier 1958, crash. Malheureusement, le pilote et le copilote ont été tués. Et c'était visiblement un vol d'entraînement où il traînait une cible. Et ils se sont crashés. Et vous voyez, FK-111, c'est le nom, c'est le numéro du rapport en fait.
Ouais, FK111. Donc c'est le dernier... C'est le dernier... Dommage pour les pilotes, ouais. C'est le dernier. Les Finlandais les ont utilisés jusqu'au bout. Ils les ont cannibalisés, les uns après les autres, pour continuer à les faire voler, parce que c'était un excellent petit avion. Et ils l'utilisaient entre autres pour de la petite logistique, ils leur mettaient des skis en hiver, et ils s'en servaient pour traîner les cibles, pour entraîner la DCA. Ah ouais, ils n'avaient pas forcément de drone à l'époque. Donc vous prenez un vieil avion, un biplan, vous traîniez une cible et ça permettait d'entraîner la DCA au tir. Visiblement, là, le FK111 s'est crashé pendant une de ses missions d'entraînement. Voilà. Donc ouais, pragmatique. Les Finlandais ont toujours été des as de la débrouille en termes d'utilisation de certains matériels qui étaient peut-être pas appréciés, comme le Brewster Buffalo, par d'autres pays. Mais ouais, donc ouais, voilà, FK111, le dernier C10. Donc on est en 1958, vous vous rendez compte, ça vole encore en 58. Vous savez, en 58, allez voir ce qu'ils volent aux États-Unis. On continue de faire voler cet ancêtre. Attendez, 1958. S'il a volé pour la première fois en 34, ça lui fait 24 ans presque. 24 ans de carrière. Pour un petit biplan produit à même pas 100 exemplaires, c'est assez exceptionnel. Ce qui voulait dire que ça voulait dire que c'était un bon avion. Mais que bah, les biplans, voilà. Les biplans, c'est compliqué. Mais il y a quand même un rôle, et c'est amusant de voir que le Heinkel 123 et le C10 sont utilisés dans les mêmes rôles, et c'est pour ça qu'ils vont rester aussi longtemps. Voilà encore un autre avion, FK-85, voilà. Donc ouais, c'est un bel avion, hein. Donc on voit que le moteur Pegasus, on voit le monstre, hein. Regardez, avec le Kestrel, moteur en ligne, petit Kestrel. Regardez quand on lui met un Pegasus, on a du mal à croire que c'est le même avion. Pourtant, c'est le même avion. Donc ouais, on voit que le Pegasus... les deux choix des deux moteurs se défendent. En termes de logistique, vous préférez avoir un moteur en étoile, plus facile à entretenir. C'est aussi... Bon là, le Kestrel était peut-être un peu vieux, le Pegasus amenait plus de perf. Mais ouais, le moteur en étoile aussi encaisse plus les coups. Vous voulez peut-être pas avoir un avion d'attaque au sol en moteur en ligne, parce que même des armes légères peuvent gravement endommager un moteur en ligne. A contrario, un moteur en étoile va accepter plus de... 1958, c'est le proto du Mirage 3 qui vole. Oh la vache. Ça pique quand même quand on y pense, hein. Mais obsolète ne veut jamais dire inutile. Cet avion en est la preuve. Le Heinkel 123 sont la preuve que les biplans ont encore un rôle à jouer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi je trouve que c'est un très très bel avion, le C10. Totalement oublié, mais quand on remet en perspective avec le C5, qui est produit à 1000 exemplaires, ce qui, je pense, faudrait aller voir, mais je pense que c'est... Alors on va pas compter les Russes, parce que les Russes c'est assez unique, mais ça doit être sûrement l'avion le plus produit à l'export de l'entre-deux-guerres. Quand je vois les chiffres comme ça, quand je vois 1000 avions dans les années 20, début années 30, c'est absolument énorme. Et ouais, si le C10 est un bon avion, c'est que le C5 était déjà un avion apprécié par pas mal de pays. Et il a fait que continuer à améliorer une recette qui déjà marchait. Tout simplement. Donc ouais, un joli avion. Un très très joli avion. Je vais remettre là. Alors visiblement, là, il y en a un dans un musée. Mais je me demande si c'est pas une reconstruction ou une réplique. Possible. Hein. Possible que ce soit une réplique. En tout cas, il est joli. Hein. Très bel avion. Moi, j'adore. Si je tenais celui qui m'a demandé ça, le C10. Mais bon, voilà. C'est bien aussi de faire des avions pas faire tout le temps des avions super connus. C'est pas non plus... voilà, il faut traiter un peu de tout. Et c'est intéressant. C'est bien de voir des petits biplans qui, eux aussi, ont eu leur rôle. Et le fait que ça ait volé jusqu'en... Ça ait fait toute la guerre, puis après encore utilisé jusque dans les années 50, prouve que l'avion était bon. Si c'était un mauvais avion, on l'aurait dégagé il y a très très longtemps. Voilà. Bon, si j'ai oublié des choses, vous pouvez écrire en dessous. On va faire quoi la semaine prochaine? Hop, non. En août, on va faire du Warbird. Hein. On avait fait pas mal avant de War Tank.
Alors, Fokker C10, ça. Hop là. Ah, Helldiver SB2C, Lachi E3. Oh, HS sur Pearl Harbor, putain, c'est pas facile à faire, ça. Le Reichsluft Ministerium. Ah, on pourrait parler un peu de bureaucratie allemande. Hein, on pourrait parler un petit peu de... parler de bureaucratie allemande. Le Reichsluft Ministerium. Avec Udet et tout, Göring. Montrer, on pourrait... Le best-of des meilleures blagues de Göring, le Göring Dachau, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Ça pourrait être sympa à voir. Peut-être que j'essaierai de faire ça la semaine prochaine. On verra. On verra. Il faut que j'arrive à trouver des sources intéressantes. Comme dit, c'est vidéo sur l'incursion en Ukraine. Mais écoute, je fais une vidéo par mois sur l'Ukraine. La dernière, je crois que c'était le 25 juillet. Donc le 25 août, ou dans ces eaux-là, je ferai cette semaine-là, je ferai un truc sur l'Ukraine. C'est quand peut-être la semaine prochaine. Le 22. Semaine prochaine, le 22 août. Je pourrais faire un... Ah, ils me font chier avec l'Ukraine. Oh là là. Pépé fait 1 minute sur l'Ukraine, mais... on manque d'infos sur l'Ukraine. Quand ça se calmera un peu dans... Voilà, la semaine prochaine, regarde, le 22 août. 22 août, jeudi 22 août, t'auras ta minute géopolitique sur l'Ukraine. D'accord. T'es content? Et là, t'auras tes news. Putain, on me fait chier avec ça. Tu vas sur Twitter, là, et voilà. Ils veulent l'avis d'un expert en expertise, bien sûr. Ils veulent de l'expertise. Straken arrive. Bon, écoutez, Straken est dans le chat. Je propose qu'on arrête là. Je relance le live vers 21h30. Je vais aller continuer mon run avec le Gondor. Et sinon, demain... qu'est-ce que j'ai prévu demain? Je ferai un peu de Command Ops chill. Je ferai un petit scénario parallèle en Hollande, octobre 44. Un petit scénario sympa. J'en ai plein là, en octobre 44. Et en soirée, je continuerai le run avec les Dune Landings. Oh là là. J'ai pas hâte aux Dune Landings, hein, vu ce que j'ai mangé la semaine dernière. Au secours, hein. Mais voilà, bon, sur ce, passez une bonne semaine. Peut-être à tout à l'heure pour le Gondor. Et sinon, peut-être dans le prochain jour. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, bye bye.